Donc, entre-temps, j'ai développé d'autres projets de recherche. C'est toujours mon problème, que je me laisse emporter par la curiosité, par mon enthousiasme pour des choses. Donc, j'ai développé un projet de recherche, par exemple, sur les centres d'achat au Canada. En partie parce que j'étais malade. Quand j'étais malade, puis bon, ça semblait que j'allais mourir, ça semblait que j'allais vivre, je ne savais pas, mais en tout cas, j'ai décidé, ben, je ne peux plus voyager. Je pensais, je ne pouvais plus voyager, et donc comment puis-je continuer à travailler sur l'Italie? Donc, je dois développer un projet canadien, local, où je n'ai pas besoin vraiment de voyager. Alors, j'ai noté une chose, qu'il y a probablement beaucoup de magasins que jadis étaient au centre-ville ont déménagé dans des centres d'achat, des centres commerciaux en banlieue. Et des bons magasins, des magasins de qualité, en fait. Puis en fait, si tu vas à des choses comme les Galeries Laval, comment ça s'appelle? Ça s'appelle pas Galerie Laval, mais à Laval, Centre Laval, je pense. Tu vois, il y a 4 Crate and Barrel, pas un, non, je veux dire 4 types de magasins Stokes, Crate and Barrel, des magasins de vêtements beaux. La classe moyenne assise semble avoir déménagé de Montréal et aller vers la banlieue. Et là, qu'est-ce que j'ai noté aussi, c'est qu'allant dans ces centres d'achat, parfois, qu'il y avait beaucoup de personnes qui rôdaient dans les centres d'achat, mais qui n'achetaient pas. Alors moi, puis un ex-étudiant, Pierre Blais, qui a fait son doctorat avec moi, sur un autre sujet, sur les Français au Québec, qui abandonnent le Québec, en fait, on a décidé de monter un projet de recherche comme ça, au pif, par questionnaire électronique, qui a confirmé ce que nous avons soupçonné, que les personnes utilisent des centres d'achat. L'hypothèse était celle-ci. Dans un monde actuel, le monde contemporain de mondialisation, c'est pas très beau, mais tu comprends ce que je veux dire. Les personnes maintenant qui sont menacées sont des personnes que jadis, même il y a 15 ans, étaient assises, c'est-à-dire des ingénieurs, des personnes qui travaillent pas comme des commis, mais des gérants dans des grandes compagnies. Il y a un genre de offshoring, et le Québec est autant victime que n'importe quelle autre région du Canada, peut-être même plus, dans un certain sens, parce qu'on était très syndicalisés ici, puis là, il y a une désyndicalisation en lieu qui nous touche un peu plus. Québec on était numéro 1 au Canada dans le textile, jusqu'à très récemment, et maintenant, on importe comme n'importe qui d'autre. On importe des choses de Chine, on s'en va à Walmart acheter des T-shirts qui vont se désintégrer après 2 fois qu'on les lave. Mais avant, on les produisait, c'est nous qu'on les exportait en Chine. Hein? Ça, c'est tout perdu maintenant. Toute l'industrie du textile, qui était un des piliers, comment dire, de l'industrialisation ici, c'est fini. Donc, maintenant, par exemple, c'est une anecdote, mais l'époux de ma cousine travaillait à Pratt Whitney comme un ingénieur dans l'aéronautique pendant 30 ans. Un jour, il me dit, je vais perdre mon emploi, ils vont me virer, parce qu'ils vont transférer la construction de ces réacteurs qu'on construit ici, à Dorval, en, je ne sais pas si c'est la Corée du Sud ou Malaisie. Tu sais, maintenant, le tiers-monde, c'est pas le tiers-monde. Ce sont des compétiteurs vrais et dans des lieux insolites parce qu'on peut transférer toute la technologie assez rapidement aujourd'hui. En tout cas, il dit, qu'est-ce que je vais faire à 57 ans? Après 33 ans ou quelque chose comme ça dans l'industrie, ingénieur, personne ne va m'engager. Puis en fait, il a pris sa retraite anticipée. Puis j'ai d'autres amis ingénieurs qui ont eu ce genre de choses-là. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui arrive à ces personnes? Dans le sens que maintenant, c'est le cosmopolitisme qui le menace. Avant le cosmopolitisme, être cosmopolite, c'était une bonne chose, dans un certain sens. Ça montrait, comment dire, ton ouverture vers le monde. Ça montrait que tu étais polyvalent. Ça montrait, oh oui, quand on est allé à Paris, quand on est allé ici, on était... Tu sais, et les personnes manifestaient, oh oui, ce tapis, nous l'avons pris quand on était au Kazakhstan. Oh, ce petit vin très modeste, on l'a découvert au Chili. Non? Tu sais, OK, j'exagère pas, tout le monde a eu ce genre de bagage, mais il y a quand même une rhétorique cosmopolite. Par exemple, j'ai découvert que 30% des revenus de Renaud-Bré, la librairie québécoise, montréalaise, grande, ça vient de la vente des livres de cuisine. Alors, je suis allé sur le site des grossistes des épiciers de Québec,
pour voir si, par exemple, on vendait un montant ou un pourcentage équivalent de produits fins. Type, ici, ça s'appelle 5 saisons. Il y a 2 magasins 5 saisons qui vendent des choses raffinées à des prix assez huppés aussi. Non. Les aliments numéro 1 qui se vendent, c'est le café instantané, les pizzas surgelées, toutes les cochonneries que tu t'attendrais. C'est ça qui est le pilier de l'industrie de l'alimentation au Québec. Ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi les personnes s'achètent des livres de cuisine? De cuisson, pardon. Des livres de cuisiner. C'est 30% du revenu. C'est des beaux avec des couleurs, des photographies. C'est comme Nigella Lawson, non? Sur des chaînes PBS, non? C'est tout vendre une image. Alors, je me demandais, qu'est-ce qui arrive aux galeries d'achat? Qu'est-ce qui arrive à ces personnes? Qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, si tu veux participer dans ce monde cosmopolite, tu dois augmenter ton capital social cosmopolite. Non? Où est-ce que tu peux augmenter ton capital social cosmopolite? Tu vas dans les centres d'achat. Et si tu vas dans les centres d'achat, tu ne vas pas là pour acheter des choses, mais pour te outiller, pour t'équiper pour une lutte potentielle, une lutte imaginaire. Parce que une compagnie ne va pas dire « Oh, tu ne travailles plus à Dorval, maintenant on va te payer pour te déménager à Singapour ou en Malaisie ou en Corée du Sud. » Non, ils vont engager des ingénieurs locaux. Puis toi, tu tombes sur le chômage ou bien-être social ou tu te recycles ou je ne sais pas quoi. Tu deviens chauffeur de Uber. Alors, on a fait une enquête, littéralement, puis on a trouvé que c'était vrai, que les personnes utilisaient les centres d'achat. Ils les voyaient comme un champ de bataille. D'une part, c'est l'ennemi. Tous les produits étrangers, c'est ça qui nous a ruiné la vie, dans un sens. Ça incarne, comment dire, la mondialisation. Tu sais, le fait que tu vas importer des choses, mais c'est les étrangers, les compétiteurs étrangers qui nous ont en fait changé ou transformé le monde, ça devient une chose payante pour bombarder, de fabriquer ces avions ailleurs que le Québec. A quand même volé 5 milliards de dollars des contribuables québécois, là, non? Comme un genre de pot de vin pour les convaincre de rester ici, qu'ils ont mangé allègrement, mais sont allés ailleurs quand même. Et se mettre en contrat avec les compagnies espagnoles pour les nouvelles voitures du métro, ainsi de suite. On comprend comment ça fonctionne, ces choses-là. Mais pour la personne qui n'est pas membre de l'élite, mais juste, on pourra dire qu'il y a un investissement dans le statu quo, il a cru la rhétorique du statu quo. Il s'est acheté une maison avec une hypothèque. Il a envoyé ses enfants au cégep, puis à l'université. Il espère que ses enfants vont vivre mieux que lui, peut-être. Peut-être un va devenir avocat, peut-être l'autre va devenir médecin. Et là, soudainement, il perd tout. À 50 ans. C'est difficile de se recycler, non? Très difficile de se recycler. Alors, certaines de ces personnes vont dans les centres d'achat, comme je disais, pour s'armer, s'équiper. Tu sais, que tu peux recevoir des personnes chez toi dire « Ah, ce vin argentin, oh, ce vin chilien, oh, ce café, c'est du café arabica. » Pas Robusta, moi je ne supporte pas le Robusta. Non? Oui, c'est du snobisme. Mais d'autre part, pourquoi il y a ce snobisme? Parce que c'est pas payant. Il n'y a pas une hiérarchie ici où tu peux t'insérer, où soudainement tu vas gagner des points, dans un certain sens, en utilisant ces jetons dans ce jeu de guerre de statut, comme à la Bourdieu, de 83, qui décrivait les Parisiens. « Oh, tu écoutes Brahms, oh mon Dieu, qui écoute Brahms, non? » C'est Tchaïkovski plutôt. Brahms, c'était bon. Tchaïkovski, c'est trop romantique. Alors, ici, c'est pas payant. Alors, ça doit être payant ailleurs. C'est payant dans une guerre psychique que ces personnes ont. De se armer, de connaître son ennemi dans un certain sens. Je ne dis pas dans l'espoir rationnel ni concret qu'ils vont être appelés pour être transférés là-bas et travailler, continuer leur vie là-bas, en Inde ou en Corée du Sud, qui continuaient ici à Repentigny ou une banlieue de Dorval ou à Kirkland. Mais c'est mieux que rien. Donc, en fait, les personnes, souvent, vont rôder, en fait, errance, si on veut. Ils vont rôder dans les centres d'achat, puis ils vont vitriner, littéralement, parce qu'ils vont là pour voir. Ils ne veulent pas consommer, nécessairement. Ils ne veulent pas dépenser de l'argent. Ils ne sont pas des victimes de la consommation dans ce sens-là, d'aveuglement consommé, comme décrivaient les sociologues des années 60-70. « Oh, une société de masse, de consommation de masse. Oh, pauvre nous, qu'est-ce que nous devenons? » Non, ces personnes ont peur, mais ils réagissent. C'est la résistance, pas des pauvres, weapons of the weak, mais weapons of the strong, si on veut, non? Dans un certain sens. Et c'est ça un peu ce projet. Je ne sais pas achevé, là, je suis encore en train de le mener.
Mais je suis intéressé, je voudrais le mener. Là, je mène un autre projet sur les musées. Parce qu'après que j'ai tout investi sur toutes ces connaissances sur l'Italie, par exemple, je suis un expert, entre guillemets, sur l'Italie et pas seulement sur Rome. Je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire avec ces connaissances. Je sais comment les Romains regardent Rome, mais regardons comment les étrangers construisent l'image de Rome. Et l'image de Rome à l'étranger est construite par les restes archéologiques, les tours qui s'en vont vers les églises, par les musées surtout. Donc j'ai développé un projet sur les musées. Puis c'est pas sur les musées, je suis pas muséologue, ça m'intéresse pas les musées en tant que tels. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le branding. Le branding, il n'y a pas de mot en français pour le branding. Le branding, c'est une chose très intéressante. Tu as vu certainement, les personnes ont vu, tu sais, ils font plus maintenant, mais Coke, dans les années 80, 90 et 2000, il faisait beaucoup de réclames avec des ours polaires. Non? L'ours polaire était très cute. Puis tu avais l'ours polaire dans plusieurs scénarios. Il patinait, le petit ourson patinait, puis son père lui donne un coke. Ou il voit, je sais pas, je me rappelle qu'il y en avait un qui voyait un arbre de Noël décoré de lointain, bien que les ours polaires ne s'approchent pas des... Bon, en tout cas, ça n'a pas d'importance. Ça vendait. Alors, je demandais aux étudiants parfois, je montrais leur image, non, de l'ours polaire avec souriant, magiquement, là. Pourquoi un ours polaire? Quel est le rapport entre l'ours polaire et le coke? Puis les étudiants inventaient des choses parfois. Ils disaient, mais l'ours polaire vit dans le nord, c'est frais, c'est désaltérant. C'est ça, ils veulent communiquer que c'est désaltérant. J'ai dit, mais oui, mais il aurait pu. Puis là, j'ai réalisé, ça c'est en lisant, en étudiant, en pensant des choses. Ça c'est branding. Branding, certains marketeurs savent comment ça fonctionne. Certains ne savent absolument pas, mais ils tentent de le faire, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. C'est quand il y a une distance sémiotique entre la chose et sa représentation. Ça crée une lacune. Et dans sa lacune, c'est comme un écran contre lequel les personnes vont projeter. Donc, les marketeurs ne s'intéressent aucunement dans l'histoire communiquée. C'est pas comme Mad Men, justement. C'est pas le sémantique, c'est pas le contenu, c'est pas le message. Il n'y a pas de message ici. C'est la manipulation des images qui vont créer une distance entre l'objet et la représentation. On dit ça, c'est la représentation de l'image, puis tu ne vois pas. Alors tu vas créer toi-même une représentation et tu vas la projeter. Et qu'est-ce qui intéresse pour eux, c'est qu'ils t'ont manipulé à participer activement dans le processus de création d'une image, puis ça ne leur importe pas du tout quel est le contenu que tu as créé. Un ours, parce que le coke est fait de sang des ours polaires, que le coke est fait du poil des ours polaires, parce que le coke est bu par les... Tu sais, ça leur importe. Tu peux avoir le message que tu veux. C'est que tu es coopté dans le processus et tu es plus passif, tu es maintenant actif. Et l'illusion d'être toi le créateur, pas le récepteur passif, mais le créateur du message, c'est ça qu'ils veulent. Alors, ça leur importe absolument pas le contenu, c'est une manipulation. Et les musées, je voulais voir, en Italie, il y a un problème particulier. Tu sais, tous les musées maintenant, les musées classiques ont toujours communiqué un sous-texte de hiérarchie et en fait de snobisme, dans un certain sens. Il y a un discours établi, un canon artistique, esthétique, sur l'héritage et le patrimoine, non seulement d'un pays, d'une nation, d'un groupe, mais aussi de la planète. Les musées sont censés incarner le meilleur des êtres humains. Regarde les aspirations artistiques, esthétiques. Puis les personnes n'aiment plus ça. Hein? Tu regardes des chiffres sur l'utilisation des musées maintenant. C'est zéro. Les musées intelligents ont su innover face à ce rejet du public, même érudit, du sous-texte hiérarchique. Hiérarchique dans le sens que moi, l'expert, je sais qu'est-ce que ça signifie, ce portrait. Et je vais te le dire avec une plaque à côté du portrait. Ceci a été dépeint par Picasso dans cette période bleue parce qu'il s'inspirait du ciel magnifique de Arles. Puis on voit la tension dans l'utilisation des couleurs parce qu'il se disputait avec sa maîtresse. Ouh, un grand discours érudit. J'invente. En fait, c'est pas trop inventé. Hein. Mais... Et je ne veux pas ironiser. Ça, c'est une interprétation, mais il semble que les personnes ne veulent plus être des élèves, être traités comme des inférieurs. Ils ne veulent plus participer dans un processus qui dit « Moi, je connais et je partage. Moi, je te dis qu'est-ce qui est important. Moi, je vais sélectionner les œuvres qui sont importantes. Pourquoi devrais-je
comme membre du public, écouter quelqu'un qui sélectionne les œuvres quand moi j'ai un iPhone. J'ai Google puis j'ai Wikipédia. Je crée maintenant, grâce à M. Jobs, je crée moi-même des images fantastiques et de l'art. Tu comprends? Qui es-tu, toi, le grand expert avec ton doctorat, me dire? Alors, en fait, il y a un rejet. Et en fait, si tu y penses, là, est-ce que ce serait imaginable qu'il y a 40 ans, que le Louvre aurait été sauvé par un monsieur né en Chine, éduqué en Chine, transféré en Amérique, puis engagé par des Français pour mettre une pyramide égyptien de vitres sur l'entrée du musée. Puis c'est ça qui l'a sauvé. Non? C'est-à-dire innovant comme ça, toujours, c'est IMP, il s'appelle, monsieur, c'est un Chinois. En fait, c'est un Chinois qui a construit. Puis quand tu y penses, une pyramide, c'est fait de pierre, c'est massif, et ça, c'est la vitre, c'est léger, tu sais, c'est un jeu. C'est un jeu symbolique accessible. Tu sais? C'est pas vraiment secret. N'importe qui a une petite éducation peut deviner pour arriver à la conclusion. C'est ça le branding. Tu comprends? Tu attires des personnes. En fait, ils attirent avec... Les musées qui ont survécu attirent en jouant avec des expositions thématiques. C'est-à-dire les expositions classiques, c'est-à-dire la collection de la Renaissance, du baroque, du même art contemporain, du romantisme, quoi que ce soit, pointillisme, dada. Les personnes ne vont pas au musée pour ça. En 2014 et 2015, l'exposition la plus populaire du monde, c'était innovée au Tate, à Londres, a été déplacée au MoMA. Ça s'appelle Rain Room. Et Rain Room, c'était une grande pièce peinturée noire, illuminée ici et là avec des lumières et avec des douches, littéralement, qui pleuvaient, mais activées. Et les lumières étaient allumées et la douche était fermée par un détecteur de motion. Alors tu rentres dans le Rain Room et toi, tu deviens un petit maître de l'univers. Parce que où tu vas, tu vois et c'est sec. Et tout autour de toi, il pleut. Alors tu vas là, ça arrête. Tu comprends? Tu es un dieu. Tu contrôles les éléments. C'est fantastique. Mais non, mais sérieusement, je ne blague pas, c'était l'exposition qui a attiré le plus grand nombre de personnes en 2014-2015 dans le monde. Okay? Donc, c'est tout comme ça. C'est la pyramide de vitres sur un musée classique, avec des expositions sur je ne sais pas quoi, tu comprends? Comme la Tour d'Eiffel qui maintenant se transforme en pizza, tu comprends, avec des lumières, des jeux de lumière. Hein? Ben, c'est ça que les personnes veulent, parce qu'ils veulent participer dans l'acte de création. Ils veulent plus être passifs puis être traités comme des idiots qui connaissent rien. Tu comprends? On va te dire qu'est-ce qui est important. On va sélectionner les images, on va te dire le texte, on va te dire la pensée, on va te dire comment faire. Okay? Les musées intelligents réagissent contre ça avec, comme j'ai dit, des expositions de ce genre-là. Par exemple, 2016, je crois, 2017, j'ai oublié. Je pense que c'était 16. Le gagnant de Turner Prize. Le Turner Prize, c'est le prix artistique le plus huppé en Grande-Bretagne. C'est 25 000 sterling. Non? C'est beaucoup. Le gagnant, c'était une paire de faufounes gigantesques en fibre de fiberglass. Une paire de faufounes haute de peut-être 7 mètres, avec deux grandes mains gigantesques qui arrivent et ouvrent le faufoune. OK? OK? Ça, c'est une œuvre d'art et ça a gagné le prix numéro 1. C'est l'œuvre d'art le plus important en Grande-Bretagne, reconnu par le Royal ben, c'est pas Royal Academy, mais c'est quasiment l'équivalent de Royal Academy. Non? OK, tu peux dire que c'est se moquer un peu des personnes, mais en fait, ça, c'est branding. Et je suis très intéressé par ce phénomène où il y a des lacunes. Et dans les lacunes, des personnes peuvent se faufiler et se créer une illusion, le simulacre baudrillardien, si on veut, le simulacre qu'ils sont les maîtres de leur propre petit univers, bien qu'ils soient manipulés, parce que les lacunes sont créées artificiellement par un tiers, hein, et par une manipulation des symboles voulus. Et aussi par la publicité, parce qu'il faut que tu répètes maintes fois que ces images sont connectées, sinon c'est juste des images déconnectées. Mais quand tu dis il y a une connexion, mais tu ne la connais pas, devine c'est quoi le nom, tu vas l'inventer, c'est ça le branding. Alors tu deviens actif. Là, ils ont tenté de faire ça en Italie aussi, parce que l'Italie subissait zéro. Ben, pour eux. C'est pas zéro, mais ils sont vraiment dans un jus parce que tu sais, ils ont tellement de patrimoine artistique et esthétique, puis ils ont tellement de patrimoine architecturel, ça leur coûte la peau des fesses pour entretenir ça, de le conserver.
Puis, ils n'ont pas les chiffres, tu sais, il y a pas le nombre de publics en fait, pour financer l'ensemble, pour toute la baraque, les coûts énormes de conserver ce patrimoine. Alors, et surtout après Berlusconi. Berlusconi, c'est un fasciste qui s'inspirait de Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Non, c'est un idiot. Mais lui, il avait cette théorie, c'est comme un peu comme Donald Trump. C'est une théorie, c'est pas seulement, tu sais, qui sont vulgaires, qui sont stupides, qui faisaient des parties de sexe, puis tout ça. Il a fait tout ça. C'est un homme ignorant, c'est un homme horrible. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il croyait comme l'économie à la Margaret Thatcher. Alors, chaque composant de l'économie, de la fonction publique, donc du domaine public, doit gagner un profit. Alors, typiquement, en Italie, qu'est-ce que tu faisais? Les musées perdaient de l'argent, mais les fouilles archéologiques, qui coûtent beaucoup moins cher à conserver, c'était juste exposé, tu as juste besoin de gardiens, là, finançaient les musées. Alors, tu prends l'argent de un, c'est comme la loterie. Tu prends de l'argent de la loterie, puis tu finances l'éducation. Ah, OK. Mais là, quand ils ont décidé, non, les musées doivent gagner de l'argent et des fouilles archéologiques, sinon on va fermer le musée. Chaque chose doit avoir du profit. Là, ça a vraiment créé une panique. Alors, ils ont tenté d'innover. Les Italiens ne sont pas stupides. Ils ont donné le Fiat 500. Ils ont inventé Benetton, je veux dire, c'est Ferrari, je veux dire. Ils sont fiers de leur capacité de réagir dans le monde de design, esthétique. Ils se voient comme des conservateurs de la culture mondiale. Puis, en certaine façon, ils le sont. C'est pas un mensonge, totalement. Je veux dire, tu penses à la culture littéraire du 20e siècle, tu penses à France, tu penses à Paris, les cafés. Ben, si tu penses à l'art, tu dois penser à l'Italie. Non? Ils ont raison un peu. Bon, ils tentent d'innover. Le problème, c'est qu'ils ont ils ont tellement investi dans leur brand classique que c'est le centre mondial de l'héritage artistique classique que le public ne leur permet pas d'innover. Par exemple, ils ont pris la statue, tu sais, le David à Florence, là, fait par Michel-Ange, il y a une fronde là, avec la main gigantesque sur la cuisse. Ils ont fait une copie en plâtre. Ils l'ont tatoué avec des tatouages contemporains comme un Melania, puis ils l'ont coupé en morceaux, puis ils ont mis les morceaux comme ça, puis ils ont fait une exposition. Les protestations du public érudit, italien et étranger, c'était massif. Ils ont dû retirer. Parce que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de public, mais il y a quand même beaucoup, dans un sens. C'est pas assez pour payer, pour le rendre payant, mais il y a quand même un public qui dit non, on s'en va en Italie pour voir le musée classique et l'expérience classique du baroque, du rococo, la Renaissance. Tu peux pas jouer avec ça. Tu peux pas ironiser sur ces choses-là. OK? Tu peux pas. Puis ils veulent pas voir des choses novatrices. Ils veulent pas voir des expositions. Tu sais, les Italiens sont parfaitement capables de le faire. Ils l'ont innové partout, dans la musique, dans les arts, dans tout. Le public ne veut pas. Alors, ils sont vraiment coincés. Ça, mon projet est un peu, comment peuvent-ils, eux, faire un rebranding, justement? Je suis en train d'étudier ça. Bon, ça va très lentement parce que je suis directeur, je peux faire de la recherche seulement quelques semaines par été, essentiellement. Là, je m'en vais en novembre pour voir. Je fais musée par musée. Je fais quelques musées, je parlais des directeurs. C'est le fun.